bataille de Hastings, 1066, grand moment de notre histoire commune. Une victoire très importante pour nous tous, puisque Guillaume le Conquérant remporte une victoire décisive sur nos ennemis anglais. Et à partir de là, cette victoire lui ouvre la voie de Londres et bientôt le titre de roi d'Angleterre. Si cette fois je vous dis Alexandre le Grand, peut-être que vous ne me direz pas autant de choses cette fois-ci, mais peut-être que vous me direz 4e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même que vous me direz le grand empire de Macédoine qu'il bâtit après avoir notamment remporté des victoires décisives contre le grand Darius III. Darius III, grand empire de la Perse, empereur de la Perse achéménide. Donc ces histoires, on en a plus ou moins entendu parler, elles ont un point commun en réalité, qu'on nous a rarement abordé. On nous les a rabâchées à l'école, mais pourtant ce point commun est généralement passé sous silence. Et ce point commun, pourtant, sans celui-ci, l'histoire de l'humanité et notre histoire à tous serait radicalement différente, je pense. Ce point commun, c'est précisément le cheval. Et le cheval, je peux vous en donner plusieurs preuves. Pensez donc par exemple que le cheval a radicalement changé l'art de la guerre au cours de l'histoire. Pensez à ces chars qui étaient tirés par les chevaux et qui allaient à grande vitesse s'éclater littéralement contre les lignes ennemies, par exemple. Ou encore pensez à la cavalerie que l'on a utilisée encore jusqu'à très récemment, puisque les chevaux coexistaient avec les chars blindés Panzer au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, peut-être que vous penserez avant à l'art de la guerre, peut-être que vous penserez au cheval comme un animal qui va vite en réalité. Et le cheval, c'est précisément cet animal qui nous a donné au cours de notre histoire cette opportunité d'aller plus vite que nous ne pouvons le faire par nos propres moyens. Et pour preuve, je peux vous parler par exemple de Gengis Khan, ce grand empereur de l'empire mongol du XIIIe siècle. C'est un empire qui s'est allé d'ailleurs des portes de l'Europe jusque quasiment aux côtes du Pacifique, donc un immense empire. Eh bien, Gengis Khan avait bâti des relais postaux qui étaient capables de lui donner un avantage politique et de communication donc militaire très important, parce qu'il pouvait faire circuler des messages très vite aux confins de son empire. Et par exemple, les cavaliers qui portaient ces messages, que vous voyez ici et qu'on appelle des messagers flèches, étaient capables, en changeant de monture, de relais postal en relais postal, de parcourir jusqu'à 500 km tous les jours, et ainsi faire transiter une information cruciale aux quatre coins de l'Eurasie. Mais ce n'est pas que les messages qui circulaient, bien entendu. Avant eux, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont donc leur culture, au sens large, leurs mots, leur langage, leur religion, leurs croyances, leurs objets, donc le commerce. Ainsi, on peut donc comprendre que si on enlevait le cheval de l'histoire, en réalité, il y a fort à parier que l'histoire de l'humanité serait radicalement différente. Et donc que sans le cheval, nous aurions peut-être un devenir historique complètement différent. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est précisément pour vous inviter à remonter à un moment donné précis de notre histoire, qui est ce moment où on domestique le cheval pour la première fois. Donc c'est un voyage un peu particulier que je vais vous proposer là, puisqu'il ne s'agit pas d'un voyage uniquement dans des contrées exotiques, mais plutôt un voyage dans le temps, il y a 55 siècles de cela. Alors en ce temps-là, bien des grands animaux de la préhistoire ont déjà disparu, sont déjà éteints. Je pense par exemple au lion des cavernes, à l'ours des cavernes, au tigre à dents de sabre. Et les derniers mammouths arpentent encore les minuscules territoires de quelques îles qui existent au large des côtes de la Sibérie orientale dans l'océan glacial arctique. C'est aussi à peu près en ce temps-là, non pas 55 siècles, mais 50 siècles avant aujourd'hui, que les Égyptiens entreprennent de construire les grandes pyramides que vous connaissez tous et qui sont érigées sur les flancs du Nil, sur les rives du Nil, afin de célébrer leur pharaon défunt. Mais ce n'est pas en Égypte que la domestication commence en réalité, mais plutôt dans un territoire qui correspond aujourd'hui au pays que l'on appelle le Kazakhstan, quelque part donc en Asie centrale, à peu près 6000 km d'ici, dans une localité qu'on appelle Botaï. Et cette localité qu'on appelle Botaï, elle est située, pour vous donner une idée, à peu près 500 km au nord de la capitale du Kazakhstan qui s'appelle Astana. C'est en effet là que l'archéologie découvre et dévoile les contours de maisons circulaires qui sont regroupées les unes par rapport aux autres,
sous forme de véritables villages. Et c'est aussi là que l'archéologie dévoile parfois des enclos dans lesquels sont regroupés les chevaux. Par exemple, donc, les chevaux sont donc un animal qui est phare dans cette culture, puisqu'on les regroupe dans des enclos. Et à ce point phare que ce sont plus de 300 000 de leurs ossements et de leurs dents qui ont été dévoilés par l'archéologie dans la localité de Botaï. Alors évidemment, les chevaux de Botaï, il y a 55 siècles de cela, étaient utilisés et abattus en particulier pour leur viande, évidemment, mais pas seulement pour la viande, car il nous arrivait de consommer leur lait. Comment peut-on savoir ça? En fait, ça semble difficile, mais c'est somme toute très simple. Il suffit d'analyser les traces de lait qui sont encore retrouvées à la surface des poteries et des céramiques de Botaï. Et comme les dents des chevaux de Botaï ont elles aussi des traces d'usure, une usure qu'on retrouve aujourd'hui chez les chevaux typiquement qui vont être tenus en bride et donc qui sont harnachés, on sait du même coup que les chevaux de Botaï étaient eux aussi harnachés et tenus en bride. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 55 siècles de cela, nous avions trouvé, les hommes et les femmes, un moyen de vivre ensemble sous forme de véritables villages dont la vie était centrée autour du cheval. Bref, nous avions domestiqué le cheval pour la première fois. Et en faisant ça, nous allions changer le cours de l'histoire et sa dynamique à tout jamais. Donc, ce que je vous invite à faire en voyageant en Botaï avec moi, en fait, c'est tout simplement de remonter aux origines de ce moment très particulier de notre histoire, qui est celui où tout va changer, c'est-à-dire où la dynamique de notre histoire va radicalement changer et où l'homme va domestiquer le cheval pour la première fois et donc, en quelque sorte, transformer un animal qui est une bête sauvage, en fait, en une bête domestique avec laquelle il va pouvoir interagir, faire de la cavalerie, etc. Alors, comme mes collègues archéologues, évidemment, les os et les dents, c'est quelque chose qui me fascine, parce que c'est mon matériau de travail. Mais contrairement à eux, qui les étudient sous toutes les coutures, qui les déterrent, qui les lavent, qui les bichonnent, et ce, afin, in fine, de les exposer dans des musées, par exemple, moi et mes collègues archéologues de l'ADN, ou archéologues moléculaires, comme on nous appelle, ce qu'on aime bien faire, c'est en fait les réduire en poudre. Alors, quelle mouche peut donc nous piquer de faire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il arrive que dans la poudre que l'on récolte, on puisse accéder à cette molécule fameuse que vous connaissez tous, qui est la molécule d'ADN. Alors évidemment, puisqu'il s'est écoulé 55 siècles entre la vie des chevaux de Botaï, leur mort et nous, évidemment, il ne va pas subsister des tonnes de molécules d'ADN. Mais il arrive parfois que dans des conditions très particulières, en réalité, suffisamment de molécules d'ADN soient encore présentes dans cette poudre vieille de plusieurs millénaires, de telle sorte que l'on peut en caractériser la totalité de l'information génétique des chevaux d'alors. Alors pour cela, évidemment, vous imaginez qu'il faut toute une recette de laboratoire à mettre en œuvre, de laboratoire dernier cri qui permettent vraiment d'isoler des molécules très rares, très abîmées, très diluées, comme celui que nous avons d'ailleurs à Toulouse. Mais il nous faut aussi accéder à des séquenceurs de toute dernière génération qui sont capables de générer plusieurs milliards de réactions de séquençage de l'ADN en parallèle en à peine quelques jours. Et une fois que vous avez ces milliards de séquences, alors ce que vous pouvez faire, c'est, à la manière d'un puzzle, les réordonnancer les unes par rapport aux autres, de telle sorte de reconstruire petit à petit la totalité des chromosomes qui constituent notre information génétique. Alors évidemment, récupérer la totalité de l'information génétique, mettons, d'un cheval de Botaï, c'est que la première étape de notre protocole. En réalité, cet ADN, encore faut-il pouvoir le décrypter. Et pour le décrypter, on n'a rien trouvé de mieux que de le comparer directement à l'ADN des chevaux qui vivent aujourd'hui encore. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Imaginons ensemble que nous avons accès à deux chevaux qui ont la même couleur ou deux couleurs différentes. Alors si on a leur ADN et leur information génétique, on est capable de comprendre ce qui, dans leur ADN, établit leur différence, ce qui code, ce qui est la raison de leur différence de couleur de robe. À ce moment-là, en connaissant l'ADN des chevaux de Botaï, on est capable donc d'en déduire la couleur de robe qu'ils portaient
juste au regard de l'information génétique qu'ils avaient. Mais en fait, pas que leur couleur de robe, bien d'autres caractères fugaces, tels que leur capacité à aller à l'amble, vous voyez, qu'il y a cette capacité si particulière qu'ont certains chevaux de se déplacer de manière, dit-on, latéralisée et asymétrique, c'est-à-dire en posant en fait les pattes toujours du même côté en même temps et en alternant ça de trouver leur chemin. On peut de la même manière trouver qu'ils allaient à l'amble ou pas, mais trouver même s'ils étaient des chevaux de type sprinter ou plutôt des chevaux de type endurant. En fait, vous avez compris que quelqu'un comme moi et mes collègues archéologues moléculaires, ce qu'on est capable de faire, c'est donc non seulement de récupérer une information génétique qui est très vieille, mais surtout de lui donner sens et de l'interpréter afin de dresser un portrait robot des chevaux de bataille. Ce portrait robot des chevaux de bataille, vous le voyez ici, ainsi nous avons pu apprendre que les chevaux de bataille, en fait, n'allaient pas à l'amble, n'étaient pas des sprinters, par exemple, et des tas d'autres caractères, mais par exemple que leur couleur de robe était parfois tachetée, comme vous le voyez ici. Mais en fait, avec l'ADN, on peut aller infiniment plus loin que juste déchiffrer ces quelques caractères. Pour une raison très simple, c'est qu'un cheval va hériter son ADN de ses parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents, et ainsi de suite. Bref, avec l'ADN, on vous donne un formidable moyen de construire des généalogies. Et ainsi de reconstruire la généalogie complète de l'évolution des chevaux qui a conduit jusqu'à nous. Alors vous vous souvenez, ces chevaux de bataille que l'on voit encore, l'archéologie nous dit que ce sont les premiers chevaux que nous avons jamais domestiqués. Eh bien, à ce titre, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'ils soient l'ancêtre de tous les chevaux que l'on trouve actuellement sur la planète, quelle que soit leur couleur de robe, quelle que soit leur taille, qu'ils soient ambleurs ou pas, qu'ils soient sprinters ou pas, ou qu'ils soient des chevaux de Mérins ou des poneys islandais ou des pur-sang, par exemple. En fait, on peut donc s'attendre à ce que Bataille soit l'ancêtre commun de tous les chevaux modernes. Tous, en réalité, sauf un, que vous connaissez sûrement, qui est appelé le cheval de Przewalski, qui a été, en fait, vous savez, c'est ce cheval qui a été trouvé au XIXe siècle, vivant à l'état sauvage, aux confins de la Mongolie, et qui est un cheval assez mythique parce qu'il est capable de tenir tête au loup, par exemple. Mais en fait, ce que l'ADN des chevaux de bataille nous a montré, c'est que contre toute attente, les chevaux de bataille ne sont pas les ancêtres de tous les chevaux domestiques actuels, mais sont bel et bien l'ancêtre du cheval de Przewalski. Celui-là même que je viens de vous qualifier comme un cheval sauvage, le dernier représentant des chevaux sauvages sur Terre. Donc ça veut dire quelque chose de très important. C'est tout simplement que les chevaux à bataille ont certes été domestiqués pour la première fois il y a 55 siècles de cela, mais que cette domestication et ces chevaux domestiques-ci ont été en quelque sorte abandonnés par l'humanité et n'ont survécu jusqu'à nous que parce qu'ils ont réussi à retourner à l'état sauvage, et ils existent encore parmi nous sous la forme de la descendance qu'ils ont laissée, qu'est le cheval de Przewalski. Mais la chose la plus importante que ça nous apprend, c'est que du même coup, les chevaux domestiques modernes, ceux que l'on peut croiser aujourd'hui, leur origine est inconnue et ne remonte pas à Bataille. Elle reste tout à fait mystérieuse, cette origine, à la fois quant à son lieu et quant à son époque. Alors, où et quand cette seconde vague de domestication a pu avoir lieu ? Eh bien, pour l'instant, je le disais, c'est encore mystérieux, mais en appliquant la même méthodologie que celle que je viens de décrire, vous imaginez très bien que si vous l'appliquez non pas qu'à Bataille, mais en réalité à tous les sites où l'homme et le cheval ont coexisté au cours des 55 derniers siècles, alors peut-être qu'en remontant la généalogie, on arrivera exactement au foyer source de la domestication du cheval. Alors c'est précisément ce Graal-là que l'on cherche dans mon laboratoire. Et bien que nous ayons séquencé en fait plus de 300 chevaux anciens pour leur ADN, on cherche encore. Alors cependant, on cherche encore dans le cadre du cheval, mais vous avez compris, je crois, par cet exemple, toute la puissance de l'approche moléculaire quand elle est appliquée à l'archéologie, puisqu'on est capable, en réalité, de récupérer, grâce à des outils innovants, toute une série d'informations qui nous étaient absolument pas accessibles jusqu'à il y a très très peu de temps. Et cette information précieuse que l'on récupère, eh bien, on peut parfois, comme dans le cadre de l'origine des chevaux, être amené à revisiter complètement ce que l'on pensait de théories parfaitement acquises, en fait.
Alors j'ai une bonne nouvelle pour finir cet exposé avec vous, tout simplement pour dire que la bonne nouvelle, c'est que l'ADN, l'archéologie moléculaire ou l'archéologie de l'ADN, elle n'est pas limitée en fait aux seuls 55 derniers siècles de notre histoire, ce qui serait d'ailleurs pas mal déjà. En réalité, on peut retrouver de l'ADN dans des fossiles sur près d'un demi-million d'années. Donc ça veut dire sur près non pas de 55 siècles, mais à la louche sur près de 5000 siècles en réalité. Et puisqu'on est capable d'aller si loin dans le temps, à ce moment-là, ce n'est pas juste l'histoire la plus récente de notre humanité qu'on va pouvoir raconter, mais découvrir ensemble finalement le contexte et les conditions de l'émergence de notre propre espèce il y a plusieurs centaines de milliers d'années, mais aussi retracer et presque remarcher sur les pas de nos ancêtres alors qu'ils quittaient l'Afrique et découvraient pour la première fois les territoires de l'Ancien Monde, par exemple. Je vous remercie.